Voilà, donc partie B de ce cours sur la réplication, eh bien comment ce système de copie fidèle, avec une petite partie de correction d'erreurs, a été adapté chez les eucaryotes pour pouvoir copier cette fois-ci de manière fidèle et rapide des quantités d'ADN beaucoup plus importantes, hein. Grosso modo, vous avez des génomes qui sont 1000 fois plus importantes chez les eucaryotes que chez les prokaryotes. Et pourtant, les divisions, bah, elles ne durent pas 1000 fois plus. D'accord, hein, vous vous rappelez, l'ADN, le génome humain, c'est 2 fois 3 milliards de paires de bases, alors que Escherichia coli, ça correspond en gros à 3 millions de paires de bases. Ouais, ce n'est pas du tout la même échelle. Alors, on va d'abord, dans ce cours, resituer la réplication chez les eucaryotes, et puis ensuite au niveau du cycle cellulaire. Et puis, on va discuter des différentes contraintes de cet ADN, de ce type de génome, et comment ça a été résolu par les systèmes de réplication chez les eucaryotes. Alors, pour commencer, il faut peut-être rappeler ce que c'est que le cycle cellulaire. Le cycle cellulaire, ça correspond en fait, enfin, ça s'applique à des cellules qui peuvent se diviser. Alors d'abord, est-ce que toutes les cellules se divisent? Elles sont capables de se diviser, d'après vous? Je parle chez les mammifères. Pas de réponse? Non, les cellules qui peuvent se diviser, ce sont les cellules souches, d'accord? Et puis dans certains cas, après des lésions, il y a certaines cellules qui se divisent à nouveau, ou notamment aussi dans le cas du système immunitaire. Donc la division cellulaire, ça concerne peu de cellules, en définitive, et puis pas tout le temps, d'accord? C'est-à-dire que de la cellule embryon, mais vous vous souvenez, vous avez des phases de multiplication intense lors, par exemple, de la morula, et puis la phase de division intense avant la gastrulation, dont le terme m'échappe là. Bref. Et puis ensuite, vous avez les divisions qui vont se limiter et se restreindre, et voire s'arrêter, des déplacements de cellules qui sont en cours de différenciation. Bref, quand les cellules commencent à se différencier, elles ne se divisent plus. D'accord? En revanche, vous avez toujours un stock de cellules souches qui sont capables de régénérer des cellules différenciées. On en a vu dans l'intestin, on en a vu dans la peau, il y en a même dans le cerveau, hein, où les neurones, dans certains cas, après lésion, sont capables de se multiplier à nouveau. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même d'éviter que ces cellules se divisent de manière anarchique, qui pourrait entraîner des tumeurs et donc des cancers. Voilà. Alors, le contrôle a lieu lors des cycles cellulaires. Je vous rappelle ici la quantité d'ADN en fonction du cycle. Alors, quand on regarde ce schéma, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir affaire à un cycle. On voit surtout des quantités d'ADN qui varient. Alors là, on est bien chez des cellules souches, hein, ou des cellules en culture, des cellules immortalisées en culture. On a des phases G1 pendant lesquelles on a un nombre pair de chromosomes, puis une phase S pendant laquelle l'ADN est répliqué. Donc la réplication, elle a lieu ici, et uniquement ici, lors de la phase de réplication. Et puis une phase G2, plus ou moins courte, des fois extrêmement courte, quasi inexistante, où vous avez l'ADN qui est à multiplier par 2, le stock d'ADN est multiplié par 2, donc au lieu d'avoir deux paires, enfin, des paires de chromosomes, vous avez des doubles paires de chromosomes, hein, les chromosomes et qui sont associés, donc qui sont associés sous forme de chromatides. Alors, enfin, j'ai pas dit qu'il y avait 4 paires de chromosomes. Grosso modo, ici, vous avez 2 chromosomes. Après la réplication, vous vous souvenez, vous allez avoir effectivement 4 chromosomes. On ne parle pas de chromosomes, on parle de chromatides. Vous vous souvenez, les chromatides, ce sont des chromosomes qui restent associés. OK? Et puis, lors de la mitose, eh bien, vous allez avoir une séparation. Donc là, c'est un chromosome de deux chromatides identiques. Ici, deux chromatides identiques. Donc là, si vous aviez un chromosome
A d'une paire et le B ici, eh bien, il reste ici, mais lors de la mitose, eh bien, vous allez avoir une séparation des chromatides. Donc, lors de la mitose, vous vous souvenez, eh bien, les deux vont être séparés ici. Hop, ah bah zut, c'est pas ça que je voulais faire. Bref, vous avez une séparation au niveau là, les chromatides se séparent lors de la mitose, et pas les chromosomes en entier, les chromatides. À ne pas confondre avec la méiose. Mais vous verrez ça, vous vous souvenez, les différentes phases de la mitose, prophase, métaphase, anaphase, télophase. Et on revient en fin de mitose à deux cellules qui ont une phase, qui sont en phase G1. Donc en fait, dans ce schéma-là, on a un doublement du stock d'ADN et puis on retourne à une phase initiale, enfin, au stock initial, sauf qu'entre-temps, on a perdu la moitié du stock dans la cellule fille, hein, dans une des deux cellules filles. Là, vous avez une cellule mère jusque-là, puis là, vous avez deux cellules filles, ok, avec Q chromosomes de part et d'autre. D'accord. Donc voilà, pour ce schéma, il n'est pas si simple que ça, en fait, à expliquer. Voilà. Le déroulement de l'interface. Voilà, ici, vous avez ensuite une période qui vous rappelle ce que c'est qu'une interface. G1, S, G2, c'est une interface. Avec les temps, c'est complètement variable, ces temps. Donc, ne soyez pas, ne vous arc-boutez pas sur ces valeurs-là, surtout pour G1 à G2. Ce qui est important, c'est la phase S. En gros, on considère qu'il faut 6 heures pour dupliquer chez des cellules en culture l'intégralité du génome, ce qui n'est pas beaucoup pour 6 milliards de paires de bases. Alors, la phase S nous intéresse ici, puisque c'est là que c'est dans cette phase qu'a lieu la. C'est ça que je voulais faire. C'est pendant cette phase qu'a lieu la réplication. Mais cette réplication ne peut pas se faire à n'importe quel moment. Il faut qu'elle ait l'autorisation moléculaire, pour reprendre une image assez triviale, de se faire. Alors pour ça, il faut revenir sur les cycles cellulaires. Je vais y arriver. Voilà. Vous avez ici sous les yeux ce que c'est qu'un cycle cellulaire, aussi bien chez les cellules animales que chez les cellules végétales. Ici, visiblement, on a affaire à une cellule animale, puisqu'on voit les vaisseaux, les fuseaux mitotiques ici. Pardon, les kinétochores. Enfin, pardon, pas les kinétochores, les centrioles. On voit bien les centrioles qui sont en général beaucoup moins visibles qui ne sont pas visibles du tout chez les cellules animales. Donc, je ne reviens pas sur le cours de la mitose. Vous avez ici les différentes étapes. Et là, la cytokinèse qui correspond à la séparation des deux cellules filles, alors que la cytodiérèse correspond à la séparation des chromosomes. Bref, vous voyez ici une représentation qui, elle, ressemble bien à un cycle. Elle est ronde, avec la mitose ici, la phase de croissance, l'interphase, donc la G1, la réplication de l'ADN ici. On est donc en phase S là, et puis les préparatifs en vue de la division. Alors, cette division, elle doit répondre, pour pouvoir se faire sans dommage pour la cellule, eh bien, elle doit déjà se passer au bon moment et respecter un certain nombre de conditions qu'on appelle des checkpoints. C'est-à-dire que quand un checkpoint, quand les conditions pour passer à l'étape supérieure ne sont pas réalisées, eh bien, le passage à l'étape suivante ne peut pas se faire. C'est un checkpoint, un contrôle, ok, comme on peut l'imaginer à des frontières. Donc on va parler ici, là vous voyez ici l'entrée en phase S, entre la phase G1 et la phase S, c'est le DNA checkpoint. Est-ce que l'environnement est favorable, enfin l'environnement plutôt, est-ce que déjà il n'y a pas de problème d'ADN? Est-ce qu'on a le bon nombre de chromosomes? Est-ce que on a toutes les conditions pour pouvoir dupliquer l'ADN? Si c'est vrai, on peut passer en phase S. Ensuite, pour passer au checkpoint de la phase M, le checkpoint de G2, est-ce que tout l'ADN est répliqué?
Est-ce que l'environnement est favorable, l'environnement biochimique, hein, on veut dire à l'intérieur de la cellule est favorable? Est-ce qu'on a les bons fuseaux pardon, heu, suffisamment de matériel pour pouvoir assurer la mitose, par exemple, des kinétochores, voilà. Et puis si tout ça est rempli, ben, vous avez le métaphase checkpoint qui permet de séparer les deux chromatides. Est-ce que tous les chromosomes sont attachés? Est-ce que toutes les chromatides sont accrochées au kinétochore? Voilà. Donc vous avez ici trois exemples de checkpoint. Celui qui nous intéresse, c'est le checkpoint G1 ici, qui est décrit dans le cours. Et en fait, le, le fait qu'on arrive en fait en fin de phase G1 est lié à des enzymes qui mesurent le temps quelque part, qu'on appelle des cycle kinases, des kinases du cycle cellulaire, donc cycle determined kinase, dans des cycles ou dependent kinases, des kinases qui dépendent du cycle cellulaire. Ces kinases sont des protéines qui sont produites. Alors là, on va voir l'exemple en fin de G1. La cycline G1 est une protéine qui va être produite lors de la phase G1, qui va être de plus en plus produite pendant la phase G1. Donc imaginez une protéine qu'on appelle la cycline G1, elle est produite tout au long de la phase G1, et quand elle atteint une certaine concentration, eh bien, elle va pouvoir se lier à des CDK, à une CDK, qui va être alors phosphorylée et qui va pouvoir stimuler le complexe d'initiation de la réplication, et donc entrer en phase S. Donc vous imaginez des CDK qui sont présentes, voilà, à tous les moments du cycle cellulaire, des cyclines qui sont produites de plus en plus lors de la phase G1, okay, puis lors de la phase G2, et ces cyclines, eh bien, ce sont elles qui vont donner l'ordre au CDK de phosphoryler, donc d'agir sur les enzymes nécessaires au passage de la prochaine étape, à condition que les checkpoints soient respectés. Alors vous avez ici les complexes CDK cyclines dans la progression du cycle cellulaire. Donc vous avez des facteurs ici, bon, ce n'est pas très important, le facteur MPS, donc MPF, je crois que ça veut dire mitose, je sais pas, c'est écrit dans votre cours, facteur. Donc en fait, le facteur qui permet la mitose. Ici, vous avez un facteur qui permet d'entrer en phase S. OK. En fin de phase de G1, retenez-vous uniquement la cycline, okay, la cycline et l'existence de ces CDK qui sont stimulés par des cyclines, dont la concentration varie en fonction du temps. Alors, donc dans ce cas-là, si le checkpoint est valide et si les CDK sont suffisamment nombreuses, suffisamment stimulées, eh bien vous avez l'initiation de la réplication en de multiples endroits qu'on appelle des ARS, donc des sites d'initiation de la réplication. Et vous voyez que là aussi, on se retrouve avec des structures en œil de réplication. Voilà. Là, vous avez un œil un peu tordu, mais c'est un œil, voilà, de réplication, une bulle de réplication. Voilà. Il est là avec ces deux fourches de réplication qui sont donc bidirectionnelles, qui progressent de manière opposée, ok, et qui sont aussi semi-conservatives. Voilà. Semi-conservatives, mais un brin tardif et un semi-discontinu, pardon. Alors, pour que le principe puisse se faire complètement, il faut aussi que l'ADN soit accessible. Alors là, lors de la phase S, vous aviez un déplacement des nucléosomes, vous vous souvenez, les histones vont tous se distancier pour laisser en fait la fibre sous forme de fibre A. Donc là, toute l'hétérochromatine, elle disparaît. Hein, on ne replace qu'avec de l'euchromatine pour que la réplication puisse se faire. Les histones dégagent de l'ADN, le temps que tout l'ADN soit répliqué. Et puis après, on est en attente comme ça de la phase suivante qui est la mitose. Ok, là vous vous souvenez,
Après la mitose, eh bien, vous avez de l'ADN. Si les histones reviennent se coller aux molécules d'ADN nouvelles, ils vont s'associer à des protéines non histones pour entraîner une condensation de plus en plus importante des chromosomes, des chromatides, excusez-moi, des chromatides. Et pour ça, vous vous référez au cours qu'on a fait en début d'année, vous vous souvenez, sur les propriétés des molécules d'ADN, sur l'information génétique. Et puis maintenant, en dernière partie de ce cours d'adaptation chez les eucaryotes, eh bien, le cas des télomères. Alors, vous vous souvenez, on a un ADN, pour le faire simple, voilà, je vais faire comme ça. On a un ADN 5', 3', 5', 3'. OK. Les deux se séparent. On sépare les deux brins. Oups, voilà. Donc le brin 5', 3'. Imaginons que la fourche, donc là, ça c'est le brin. Ici, on se trouve à la fin du chromosome, bout du bout du bout, fin du chromosome. Voilà, les chromosomes ont une fin, ok. Et au bout du chromosome, comment ça se passe? Eh bien, on a un télomère. Et comment il est construit ce télomère? Eh bien, regardez, ce chromosome, il vient bien d'une réplication. Il a bien été répliqué à un moment donné. Alors, on peut imaginer qu'un des deux brins, celui qui va de 5' vers 3', alors attendez, je le prends, je les ai mal placés. Le 5', 3', je le passe en bas pour être conforme avec le schéma que vous avez ici à droite. Donc exceptionnellement, je dessine le brin 5', 3' de gauche à droite en bas. Eh bien, ce brin-là, lui, il a été répliqué de façon continue par une polymérase de manière continue. Donc là, si lui, il a été continu, eh bien, ici, vous aviez à un moment donné, je le refais, j'ai peur de ne pas être très clair là-dessus, à un moment donné, il y avait bien